avec d'autres minorités criminelles, par exemple avec des gens originaires du Maghreb à qui ils revendent les voitures qui après ça partent vers le Maghreb. Donc l'installation, elle est celle-là. Et après quoi, quand on surveille les téléphones, ce qui est le cas, on se rend compte d'une chose, c'est que des coups de téléphone commencent à passer vers les pays à côté, donc il y a des petits noyaux avec lesquels ces gens commencent à travailler, et au bout de 6 mois à 1 an, le coup de téléphone repart vers la zone où il y avait les villas de luxe qu'on a vu, enfin les forteresses, les châteaux de tout à l'heure, du style ça y est, on est en place, et à partir de ce moment-là, le trafic s'instaure. Peut être n'importe quoi. Pourquoi les lames de rasoir, par exemple? Vous savez que les détecteurs à l'entrée des supermarchés, ça ne résonne pas parce que comme c'est du métal, naturellement, voilà, ça ne sonne pas et donc on peut le faire passer à peu près tranquillement. C'est la raison pour laquelle alors, les lames de rasoir, ça peut se revendre très cher. Des exemples, ça a l'air de rien comme ça, mais par 1000 et 2000 et 3000, ça se revend très bien. Dernier reportage de cette émission, en tout cas les routes de la délinquance mènent évidemment en Roumanie, vous l'avez compris. Les autorités françaises ont choisi la coopération pour tenter de rayer le phénomène. Les Roumains jouent-ils le jeu? En tout cas, un certain nombre de policiers aujourd'hui sont en permanence en activité sur le sol roumain. Reportage sur place, Fabrice Hauss avec Joël Lefebvre et Pierre Griot. Tout va bien? Tout va bien. Alors, ça doit commencer à vous faire long, non? Tous ces scellés à constituer? C'est la fin d'1 an d'enquête, la mise sous scellé d'un étonnant butin. 10 000 jeux vidéo, DVD et des ordinateurs haut de gamme. 1 an de filature, de recoupement. Les enquêteurs ont pu neutraliser un gang de Roumains spécialistes du vol à l'étalage. Une vingtaine de personnes sont interpellées, dont beaucoup de jeunes filles. Toutes en situation illégale, elles gravitaient autour d'une famille roumaine installée à Melun. Il y a plusieurs jeunes filles qui ont été impliquées. Il est difficile de donner un chiffre très précis, tout simplement parce que elles étaient très fréquemment renouvelées. C'est-à-dire qu'elles venaient en France, elles sévissaient pendant quelques semaines, et ensuite elles repartaient au pays en Roumanie, et d'autres jeunes filles arrivaient et recommençaient donc cette formation d'apprentie voleuse et pour recommettre des vols. Et pour faciliter les larcins, chaque fille reçoit un sac capable de brouiller les détecteurs magnétiques. On peut constater que la doublure était renforcée au moyen d'un blindage et ce stratagème permettait de faire échec au système de détection électromagnétique des grandes surfaces. En gros, elle passait les portiques et ça... Oui, mais enfin, ça sonnait pas. Les enquêteurs le savent, les gangs s'organisent en Roumanie et c'est ici que la police veut agir. Au 9e étage du monumental Palais National, le centre nerveux des coopérations interpolice. Des bureaux secrets classés zone de sécurité nationale. Nous y accédons accompagnés d'officiers français via ce souterrain creusé sous la Chambre des députés. Interpellation de 3 ressortissants roumains. Oui. Avec leur état civil complet, les éléments de l'enquête. Ce matin-là, l'agent de liaison Yvan Lavaux remet un document au chef de la police roumaine. Effraction, vol de carte bancaire, Oui. qui fait partie malheureusement des nombreux réseaux qui sévissent en France. Une demande de renseignement concernant un autre gang roumain arrêté dans le sud-est de la France. Les policiers veulent remonter la filière. Pour les dates dans le bas de données, je pouvais transmettre les réponses immédiatement. Dans 1 heure, 2 heures maximum. 2 heures maximum pour diffuser les profils des délinquants dans les services roumains, puis transmettre l'information aux autorités françaises. Des antécédents. 3 policiers et gendarmes français sont en fonction permanente à Bucarest. Un dispositif renforcé pour une priorité, la lutte contre la délinquance internationale. C'est vrai qu'il y a une délinquance roumaine qui est bien connue, qui se déplace en France. C'est d'ailleurs pour la coopération policière, notre objectif principal et premier est le retour en sécurité intérieure, c'est-à-dire d'une part d'essayer de faire en sorte que les délinquants roumains, qu'ils soient majeurs ou mineurs, restent davantage dans le pays et n'aillent pas en France ou dans l'Union européenne, et d'autre part essayer de développer au mieux les enquêtes, faire en sorte d'avoir les bons renseignements, et encore une fois grâce à ce point national focal, il y a un progrès très net dans les enquêtes. Dans cette école de gendarmerie, le drapeau est roumain, les élèves aussi, mais les professeurs sont français. Depuis 2 ans, les gendarmes viennent enseigner les méthodes à la française sur ordinateur comme sur le terrain. Une collaboration pour tisser des liens et accélérer l'échange d'informations. Les mains sur la tête!
à travers cette coopération exemplaire technique où on apprend des manières communes du travail, où on introduit des pratiques, où on modernise les pratiques, on arrive à une meilleure coopération opérationnelle, d'échange des renseignements, des commissions rogatoires. Ça nous permet de mieux appréhender les infracteurs, en fait. Une enquête de police. Dans cette formation, l'accent est mis sur le contrôle des frontières. Une exigence de toute la communauté européenne. En 2007, après intégration, les douaniers roumains garderont les nouvelles frontières de l'Europe. Est-ce que vous croyez que ça sert à quelque chose, Jean-Pierre Rosenzweig? Quoi, la coopération policière? Oui. Oui. Non, je crois que c'est une des déclinaisons de la coopération indispensable qui doit se mettre en place et qui préfigure la future Europe, quoi. Il faut d'ores et déjà être à l'échelle européenne. Il y aura des services policiers européens, il y aura des services sociaux européens, il y aura peut-être de la politique européenne, il y aura peut-être, une justice européenne. Donc là, effectivement, je peux prendre les exemples que je connais bien. Oui. Les enfants que nous trouvons ici et qui sont en danger, qui viennent par exemple et qui prétendent qu'ils fuient leur famille, qui soit les pauvres, soit les martyrisent aussi, parce qu'on voit de plus en plus des gamins qui viennent ici et qui disent j'ai fui mon père qui est alcoolique, ma mère qui ceci, qui cela. Je dis aux services sociaux français qu'il faut qu'ils travaillent avec les services sociaux roumains, comme on travaillait avant entre Paris et Marseille. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de services sociaux roumains. Il faut reconstituer ou constituer des services sociaux roumains. Pour qui connaît la Roumanie, c'est qu'effectivement, on part de très loin. Grosso modo, la Roumanie est à l'état où la France était dans ce champ-là, bien évidemment, il y a un siècle environ. Il y a un siècle. Il y a tout à construire, il y a toute une politique sociale à mettre en place. Donc la difficulté de la coopération, le policier pourrait le dire mieux que moi, c'est que pour coopérer, il faut identifier deux pôles qui peuvent discuter entre eux. Dans le champ social, je ne leur parle pas dans le champ policier, ces deux pôles n'existent pas à l'heure actuelle. Si je commande une enquête sociale ici en France sur ce qui se passe en Roumanie, je n'ai pas là-bas des travailleurs sociaux capables de faire l'enquête sociale comme ça devrait être fait. Donc il faut à la fois apporter une coopération... Pour le social est vrai pour la police aussi, j'imagine. Je laisserai le policier parler pour la police pour ne pas mélanger les genres. Je dis simplement qu'il faut que nous aidions la Roumanie en 5 ou 10 ans à faire le chemin que nous avons, nous, mis 50 ans ou 60 ans à parcourir. C'est ça l'enjeu politique. Je reviens à des choses très concrètes. L'enjeu économique est censé derrière, sinon on se plante. Alors je reviens à des choses très concrètes liées au réseau criminel, parce qu'on est obligé de revenir à vous, après les premières choses que vous avez dit en début de cette émission. Est-ce que les gamins que vous retrouvez dans votre bureau, et comme vous dites, de temps à autre, on finit par pouvoir parler avec eux, et même certains commencent parfois à demander notre protection, dans l'échelle de montée dans la délinquance, ils finissent dans les bandes criminelles qu'évoquait tout à l'heure Xavier Refer, avec la violence et la criminalité internationale qu'il décrivait. Je vais être optimiste, peut-être pas ceux dont nous nous préoccupons actuellement en Seine-Saint-Denis, notamment avec une association qui s'appelle l'Association Concorde et avec le Conseil Général. Nous faisons le pari, et je pense que nous sommes en train de le gagner. Ces enfants-là, nous allons rompre pour eux avec la criminalité à laquelle ils étaient voués. Alors, simplement pour laisser la parole à d'autres, il faut dire que nous sommes passés par plusieurs phases. Il y a d'abord une phase de répression. Je préside le tribunal et il m'arrive de prononcer des peines de 3 mois de prison, 1 an de prison ferme contre un certain nombre de délinquants qui sont récidivistes, si vous le voulez. C'est le cas, parce que comme vous savez que c'est tout le temps... On se tourne vers vous en disant la justice ne prononce pas de peine, les gamins sont dans la rue. Je ne dis pas n'importe quoi. On n'a pas le temps d'en parler là, mais je peux vous dire, président le tribunal et l'audience, et en plus je suis responsable de l'ensemble de ces jeunes qui sont sans domicile fixe, donc tous arrivent dans mon cabinet, je prononce régulièrement des peines de prison ferme. Et comme ça se sait, un certain nombre de jeunes maintenant viennent en disant bon, évitons la prison ferme, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ce matin, par exemple, ils viennent négocier? Non, ils ne viennent pas négocier. Ils évitent de disparaître et ils viennent effectivement montrer qu'ils existent et pourquoi pas solliciter une aide. Ce matin, par exemple, au tribunal, sont venues 2 jeunes filles qui étaient convoquées. D'habitude, elles ne venaient pas, on les convoquait, elles ne venaient pas. Elles sont venues pour dire nous avons des difficultés et c'est des gamines qui ont déjà commis des vols. Et je pense qu'avec le travail qu'on va faire pour elles, elles ne recommettront pas d'autres vols. De temps en temps, on va échouer. Mais aussi de temps en temps on va gagner, comme nous l'avons fait il y a 10 ans ou 20 ans pour des jeunes qui sont nés ici dans les banlieues et ailleurs. Yves-Marie Lolland? Oui, je ne veux pas doucher l'enthousiasme de mon voisin. Moi, j'y arriverai pas. Non, mais il en faut des gens comme vous, bien entendu. Ceci étant, les enfants ou les jeunes filles que vous avez dans votre bureau du matin au soir ont des mères, ils ont des pères.
Autrement dit, l'influence familiale qui était soulignée tout à l'heure par notre ami Refer a quand même une force extraordinaire dans ces familles. C'est une force qui est essentielle dans les familles. Donc, pour arriver à des résultats, il faudrait, pour bien faire, soustraire ces enfants complètement. Donc, les déraciner. Et vous pensez qu'en les déracinant, en les enlevant à leur famille, vous allez par conséquent pouvoir les intégrer dans le courant de la société française. C'est un autre sujet. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, mais ça me paraît une mission